Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous ce soir pour un événement qui s'annonce palpitant, puisqu'on s'attaque à un sujet qui est évidemment très facile à traiter. On va essayer de donner une définition du bien et du mal. Alors pour tout vous dire, on voulait initialement appeler cette soirée Tech for Good or Not. Puis après, on s'est dirigé vers un nom qui contient un peu plus de français, mais en soi, l'ambition reste la même. L'idée, c'est de creuser ce soir ce qui se cache derrière ce terme un peu énigmatique de Tech for Good et d'essayer d'en donner notre définition exigeante, mais à notre façon et comme on pourra, bien sûr. Donc voilà, je remercie nos partenaires sur cet événement, qui sont Act for Impact by BNP Paribas, Palo IT, Change Now, Spark News, So Good, le Galion Project et Make Sense. Et je donne tout de suite la parole à Arnaud, qui va introduire cette soirée en nous présentant les conclusions du rapport du Shift Project sur comment déployer la sobriété numérique. Et nous, on se retrouve juste après pour une jolie table ronde. Ok, Arnaud, merci. c'est toi. Je l'ai. Merci Manon, merci pour l'accueil. Donc je m'appelle Arnaud Guéguin, je suis consultant en informatique durable et les transitions qui vont avec. Et effectivement, je viens vous présenter très très rapidement le rapport, le gros rapport qui a été diffusé là il y a quelques semaines par le Shift Project auquel j'ai participé et j'ai même préparé quelques slides. Je vais essayer de pas être trop formel, donc je vais les passer maintenant en espérant que ça marche du premier coup. C'est comment là, Manon? C'est pas mal? C'est superbe. Ok. On peut pas faire mieux. Donc sur le Shift Project, en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un think tank qui a été lancé par Jean-Marc Jancovici il y a à peu près 10 ans et qui milite pour une économie décarbonée et qui se définit en fait comme un lobby, un vrai lobby auprès des entreprises et de l'État. Alors on peut l'appeler un lobby for good, hein, puisque c'est pour la transition énergétique et l'environnement. Et donc ce Shift Project produit beaucoup de rapports sur beaucoup de sujets, sur beaucoup d'industries, donc sur l'agriculture, sur les transports, sur la construction, etc. Et le sujet qui nous intéresse ici, c'est le numérique. Il faut savoir qu'aussi que le Shift Project, c'est une organisation qui est soutenue par une association qui s'appelle les Shifters, dont je fais partie, qui vient aider à prêcher la bonne parole de ce qui est diffusé par le Shift. Et donc les rapports sont tous en libre accès sur le site qui est écrit ici. Je vous encourage à aller les voir. Donc ce rapport qui a été publié là en octobre, il vient après un rapport qui a été publié en 2018 qui lui s'attelait au constat des impacts du numérique sur le climat, sur l'environnement et sur le climat en particulier. Et donc la grosse, on va dire, conclusion de ce rapport de 2018, c'est qu'aujourd'hui le numérique compte pour à peu près 8% des gaz à effet de serre dans le monde. Ce qui est quand même assez important. Il faut savoir qu'il y a quelques années, en 2013, ça comptait pour 4%, ça comptait pour 2% en 2013, c'est-à-dire l'équivalent de l'aviation civile. Ça compte pour 4% aujourd'hui, et puis ça croît à un rythme de 8% par an. Et donc l'inquiétude autour de ça, c'est que malgré toutes les optimisations énergétiques qui existent sur le marché des infrastructures, si ça continue comme ça, en 2025, le numérique aura un impact équivalent à celui de toutes les voitures du monde et en 2040, peut-être tous les transports du monde. Donc, la conclusion de ce rapport, c'est qu'il y a une nécessité à engager des politiques dites de sobriété et donc revoir nos usages à la baisse pour infléchir cette courbe. Vous trouverez dans ce rapport 2018 d'ailleurs d'autres informations assez intéressantes de ce style, qui en fait distribue l'impact du numérique entre la partie construction, donc construction des terminaux, de vos terminaux, des data centers et des réseaux, et la partie usage. Et on voit qu'au niveau mondial, c'est un peu 50-50, sachant que ça prend en compte donc l'électricité mondiale et son niveau de carbonation globale. Donc petite parenthèse pour la France, on a une énergie électrique très nucléaire, donc l'impact de l'usage est plutôt réduit au niveau carbone. Donc pour nous, Français, l'impact du numérique, il est essentiellement à l'achat. Je crois qu'il compte pour à peu près 80% dans l'impact global.
Donc après 2018, après avoir fait ces constats, on a travaillé sur le rapport qui a été émis en 2020 sur le pilotage de cette sobriété. C'est-à-dire maintenant qu'on a fait les constats, qu'est-ce qu'on fait pour infléchir la courbe? Et il y a 3 axes qui ont été développés dans ce rapport, pour d'ailleurs 3 populations relativement différentes. Le premier, c'est un axe sur tous les projets connectés, tous les smart cars, les smart buildings, les smart cities. Et la question posée, c'est est-ce que les projets smart ont un impact plutôt positif ou plutôt négatif au global? Le deuxième axe auquel j'ai contribué activement s'adresse plutôt aux entreprises et sur la manière d'aborder le système d'information et de le transformer pour qu'il ait un impact environnemental plus mesuré. Et le troisième, c'est un axe plus sur l'impact psychosocial du numérique. Et la question est posée, c'est comment ces impacts, comment mesurer et piloter ces impacts pour les réduire à terme. Donc ces 3 axes, je vais juste faire un court focus sur chacun des thèmes. Le premier sur la partie smart, ce qui a été fait, c'est que on a fait un focus sur le smart lighting. La question qui a été posée, c'est finalement les équipements d'éclairage connecté. Est-ce que quand on prend en compte la facture globale, c'est-à-dire de la construction de ces nouveaux boîtiers, de la surconsommation que ça induit, mais de l'efficacité énergétique que ça apporte, est-ce que au global tout ça est positif? Et vous verrez qu'on propose un outil pour mesurer ça parce que la réponse n'est pas évidente. Il y a des cas où globalement c'est très négatif, globalement d'autres cas où c'est plutôt neutre, et puis dans certains cas la couche smart devient bénéfique, mais il faut aller au-delà de l'a priori de dire puisque c'est connecté, on va avoir des bénéfices au global. C'est pas vrai. Il faut aller creuser, il faut des outils, il faut mesurer. Donc ça c'est la première axe du rapport. Le deuxième axe, c'est comment on agit sur le système d'information d'une entreprise pour faire baisser son empreinte. Alors les entreprises, et surtout les grosses entreprises, très consommatrices en data et services numériques, ont des SI qui sont aujourd'hui qu'on qualifie d'obèses. Et l'idée ici, c'est de dire qu'on ne peut plus se contenter d'optimiser la partie infrastructure et la partie matérielle. Il faut considérer l'entreprise dans sa globalité et agir sur tous les pans de l'entreprise pour contracter l'empreinte numérique et infléchir la courbe exponentielle des usages et des data. Donc le thème qu'on a voulu prendre ici, c'est le terme du physique, comparer le système d'information comme un corps, et ce corps qui est devenu obèse, comment on le remet en forme? Pour le remettre en forme, il faut agir sur plein de choses. Ça démarre tout en haut par la stratégie et donc embarquer la direction générale de l'entreprise. Ça passe par une relation avec les fournisseurs et trouver les fournisseurs qui sont éco-responsables et qui vont dans le bon sens. Ça passe évidemment par une mesure exacte de quel est l'impact du système d'information de l'entreprise et l'impact de bout en bout, c'est-à-dire de la construction du matériel jusqu'à l'usage, l'impact de l'usage des clients de l'entreprise en passant par le poids du système d'information interne. Le système d'information interne, évidemment, il faut l'optimiser avec les développeurs à notre disposition. Et au centre, ici, ce qu'on appelait le centre de vie, ce qui est essentiel, c'est transformer la culture. Transformer la culture, aujourd'hui, on se rend compte que dans la sphère privée comme publique, on est un peu en mode, entre guillemets, open bar. Et il faut changer les mentalités pour que cette transformation-là soit pérenne. Et enfin, toucher le système de décision du système au global et agir sur la gouvernance pour que les critères environnementaux s'introduisent dans toutes les décisions de toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc voilà pour l'axe 2. Je vais vite, je suis désolé, j'ai 10 minutes et on essaiera de prendre une question à la fin. Et l'axe 3, alors petite animation. En fait, l'axe 3 va étudier les impacts psychosociaux à la fois de l'enfant et de l'adolescent, mais aussi de l'adulte, parce que je pense qu'on voit pas mal dans la presse tous
les impacts sur les plus jeunes, mais il y a des impacts aussi sur les adultes. Et la question ici, c'est comment on arrive à mieux comprendre les usages, comment on comprend leur impact et de quoi on a besoin pour les changer à terme, de quel type d'outils pédagogiques on a besoin de déployer pour les acteurs collectifs, de quel programme de sensibilisation dans la sphère privée, mais aussi dans la sphère de l'entreprise. Et puis, dernière question, c'est quels moyens a l'acteur public pour réguler les designs addictifs qui ont été développés en particulier par tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, la conclusion de ces 3 axes, c'est celle-ci, c'est que la première, encore une fois, c'est que les projets SMART et tous les projets Tech for Green, quelque part, ne sont pas forcément bénéfiques. Je pense qu'on a tendance à dire a priori c'est bénéfique, donc c'est bénéfique. Mais quand on a des outils de mesure précis, on se rend compte que c'est pas tout à fait le cas et pas dans tous les cas. Donc il faut absolument être sûr de ce qu'on fait et avoir les bons outils pour le mesurer. Première conclusion. Deuxième conclusion pour les entreprises, pour qu'un changement soit pérenne, puissant, efficace, il faut que le système d'information soit traité dans sa globalité avec une approche systémique. Et troisième, c'est que pour piloter l'usage numérique, l'acteur public doit s'impliquer un peu plus fort qu'aujourd'hui pour mieux réguler ses impacts. Voilà, j'ai été super vite. Est-ce que ça a amené des questions, Manon ? C'est parfait. Merci Arnaud pour cette belle introduction, parce que là, pour le coup, déjà, si certains ou certaines parmi nous ignoraient encore l'impact environnemental de la tech, pour le coup, il nous servi. Et surtout, merci d'avoir abordé d'autres sujets également, parce que ça ouvre bien vers la suite de la conférence. Puisqu'on va parler par la suite non seulement des limites environnementales de la tech, mais aussi de toutes les autres fractures, étant présentées certaines sur les addictions par exemple, que la tech peut générer. Et puis on va essayer aussi de réfléchir ensemble à la façon dont on peut déployer une tech plus inclusive et plus durable dans les entreprises et partout où on crée des technologies. Donc on peut dire que tu nous as fait un beau panorama. Donc on va peut-être passer directement à la table ronde. Et donc pour faire le lien un peu avec ta présentation, Arnaud, comme je disais, on va essayer de traiter des limites de la tech, mais on va aussi parler des solutions tout de même, et des espoirs qu'on porte encore pour une tech plus inclusive et plus durable. Et pour ça, on accueille un panel qui est super varié, donc on est vraiment ravis d'avoir 5 personnes aussi diverses ce soir autour de la table, avec une asso militante, un think tank, une personne tech indépendante, un entrepreneur de la tech, un fonds d'investissement. Bon, je crois qu'on a un beau panel, et tous ensemble, on va essayer pendant 3 quarts d'heure de donner une définition certainement incomplète, mais au moins franche et sincère de la tech for good qu'on aimerait voir se développer. Donc on accueille Mathilde Bras de la FING, qui est aussi l'ancienne directrice du programme Entrepreneurs d'intérêt général, qui est un programme porté par l'État. Alexandre Takacs, qui est Product Manager indépendant. Samuel Sauvage, qui est président de HOP, Halte à l'obsolescence programmée, dont le nom dit beaucoup de choses. Emmanuel Cazeneuve, qui est le directeur général de ESUS. Et Sarah Korn, qui est partenaire chez Founders Future, un fonds d'investissement. Merci à tous les 5 d'être là ce soir. Et donc, maintenant qu'Arnaud nous a bien lancé sur les limites de la tech, on va enchaîner tout de suite avec les questions qui fâchent, pour savoir qu'est-ce qui, vous, aujourd'hui, vous choque le plus parmi les externalités négatives de la tech. Et en gros, qu'est-ce qui ne va pas dans la tech aujourd'hui ? Sarah, par exemple, à ton avis, qu'est-ce qui ne va pas dans la tech ? J'ai la chance de commencer. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à cette table ronde. C'est un sujet qui nous anime beaucoup au réseau Tech for Good et nous anime aussi chez Founders Future. Juste en quelques mots, Founders Future, au départ, c'est un fonds tech, donc un fonds d'amorçage, et on vient de lancer un fonds d'impact
donc qui est qui regarde beaucoup ces sujets tech for good et nous, ça nous intéresse de voir comment est-ce que on peut accompagner des projets tech qui sont peut-être pas for good ou pas mission driven à se transformer et en tout cas et puis comment investir dans des projets 100% tech for good. Alors qu'est-ce qui me choque aujourd'hui dans la tech? Je pense qu'il y a il y a un vrai sujet là qui s'est accéléré pendant le Covid. Je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs tech et notamment ça s'est beaucoup cristallisé sur le e-commerce qui montre un peu les limites du modèle, de la désintermédiation et qui montre des vraies dérives et on commence à voir aujourd'hui les limites de ça puisque les consommateurs aujourd'hui qui veulent consommer de plus en plus responsable et ça moi j'en suis convaincue, c'est pas une mode, c'est une vraie tendance de fond, commencent justement à changer leur façon de consommer et peut-être d'avoir une consommation plus responsable notamment sur ces sujets de e-commerce. Moi, j'ai quelque chose qui m'a choqué positivement là suite au confinement. C'était, je sais pas si vous avez vu, mais Pascal Desmurger, qui est le président de la Maïf, qui a posté récemment un message très intéressant, comme quoi la Maïf arrivait juste avant le premier confinement en numéro 2 de l'expérience client parmi voilà, toutes les entreprises aujourd'hui et en numéro 1 arrivé Amazon et c'est une tendance qui s'est inversée là au deuxième confinement donc Maïf est passé devant Amazon en termes d'expérience service client. Donc je crois qu'aujourd'hui les consommateurs font le choix d'une consommation plus responsable et s'interrogent sur les dérives des acteurs notamment de la tech, que ce soit dans le partage de la valeur et des richesses. Je pense que c'est la clé et dans l'impact social sociétal qui re-questionne en fait le rôle de ces acteurs traditionnels de la tech. Voilà, et je pense que dans ce contexte Covid, de confinement, de voir des acteurs aussi importants qu'Amazon avoir le monopole de l'e-commerce alors que nos petits commerces souffrent, c'est un sujet qui a parlé beaucoup à, je pense, l'ensemble des citoyens et voilà, qui accélère notamment ces sujets, ces questionnements et qui repense vraiment le rôle, je pense, fondamental, sociétal de ces acteurs de la tech. Wow, merci Sarah. Donc il y a plein de sujets mêlés dans ce que tu dis, de monopole, de la façon dont on gère les emplois aussi dans son entreprise. Enfin, beaucoup de choses. Je crois que Emmanuel, tu avais un avis différent et d'autres choses à apporter sur ce qui toi te choque dans la tech ou ce qui ne va pas d'après toi aujourd'hui. Oui, différent, je ne sais pas, mais je peux apporter peut-être ma petite pierre à l'édifice. Je voudrais juste revenir sur ce qu'a dit Arnaud tout à l'heure. Et il parlait des smart cities. Et moi, j'ai une phrase qui dit que normalement, quand c'est smart, c'est sustainable. Quand c'est smart, c'est durable. Donc, par principe, normalement, tout ce qui est tech devrait être durable. Il faut juste retourner, c'est une petite façon de parler, mais je pense qu'on ne peut pas être une tech si on n'est pas durable, si on ne pense pas durable dès le début. Après, il y a plein de choses qui sont plutôt pas mal sur la tech, mais enfin, comme on est plutôt dans l'idée de qu'est-ce qui me choque aujourd'hui, moi, je pense que c'est la diversité des acteurs qui sont à la tête des boîtes de tech ou qui d'ailleurs travaillent dans la tech. Et ça se retrouve un peu partout. On a une diversité qui est quand même pas extrêmement importante entre l'égalité femmes-hommes en termes de répartition de personnes dans les collaborateurs. Je parle pas non plus de diversité académique. À mon avis, ça manque. Et quand tout le monde vient de la même école ou à peu près des mêmes écoles, on a quand même une sorte de façon de penser qui est toujours un peu la même si les gens diffèrent. Et puis, bien sûr, sans parler de la différence, la diversité de couleurs de peau et on le voit encore aujourd'hui, des gens qui parlent de tech for good. Bon, il y a pas personne de couleur. Bon, déjà, on a deux femmes, trois, pardon, excusez-moi. Pardon. Non, mais deux intervenantes et une. Donc voilà, moi je pense que c'est le vrai sujet de cette diversité. Et pourtant, on le sait très bien que sans diversité, il n'y a pas d'innovation. Donc de mettre de côté et de ne pas englober tout le monde quand on pense à la tech et donc de ne pas avoir intégré les multitudes des sociétés dans lesquelles on vit, portera, à mon avis, tirera vers la perte des sociétés tech si elles continuent à être comme ça. Donc voilà ce que je vais remettre sur ce sujet-là.
Merci Emmanuel, et effectivement, c'est pas moi qui vais dire le contraire, après avoir vécu l'école d'ingénieur et les interventions en école d'informatique où il y a 5% de filles grand maximum. Je pense que je rejoins ton point, et je crois que Samuel avait une dernière chose à nous dire sur ce qui, d'après toi, ne va pas forcément dans la tech et dans l'innovation aujourd'hui, si tu veux y aller. Oui, merci. C'est plutôt en complément de ce qui vient d'être dit, plutôt sur le côté environnemental, puisqu'on a l'impression que la tech aujourd'hui se vit dans un monde où la planète serait infinie, avec des ressources infinies, et avec des déchets qui peuvent continuer à s'accumuler comme on le fait aujourd'hui. Faut savoir qu'on consomme 50% de ressources en plus qu'il y a 30 ans, que dans 30 ans, du coup, il va manquer un certain nombre de ressources, de l'argent, de chrome, nickel, etc., qui vont être nécessaires. Et toutes ces ressources, elles sont extraites pour fabriquer des produits conçus pour ne pas durer. Parce que ce qui me choque aussi, c'est cette accélération. Tous les mois, tous les 6 mois, il y a des nouveaux modèles avec à chaque fois quelque chose de révolutionnaire. Et finalement, on pousse le consommateur à renouveler ses achats. C'est l'obsolescence programmée, on pourra en redire un mot. Et derrière, les déchets s'accumulent, ils ne sont pas recyclables, etc. Donc, on se demande finalement qu'est-ce qui prime. Est-ce que c'est le business pour vendre un nouveau produit et accélérer les besoins, ou est-ce que c'est satisfaire les besoins des citoyens, des consommateurs? Et les besoins, c'est pas de renouveler son achat tous les mois, c'est au contraire de répondre de vivre bien, d'avoir du bien-être, d'avoir du temps libre, etc. Et ça, je pense qu'il faut renouer avec ça. C'est la tech pour quoi faire? Est-ce que c'est vraiment pour réduire les inégalités, pour réduire la pauvreté, pour améliorer le bien-être de la population, ou en accord avec les possibilités de la planète, ou est-ce que c'est simplement une manière de vendre de nouveaux produits? La question de pourquoi est-ce qu'on veut créer de la tech, on a eu une discussion intéressante à ce sujet avec Emmanuel. À quel moment est-ce que la tech arrive dans un projet, et comment on s'assure qu'elle répond vraiment à un besoin, et qu'on ne veut pas mettre de la tech juste pour le principe de faire de l'innovation parce que c'est à la mode en ce moment. Et ben merci à tous les trois pour ces diverses limites de la tech. Et en fait, ce qui est amusant, je trouve, c'est que même si on connaît toutes ces limites, il y a des moments où on est un peu tenté de les mettre de côté quand on voit l'impact potentiel que pourrait avoir la tech. L'exemple que tu donnais, Sarah, tout à l'heure sur, au hasard en ce moment, confinement, enjeu de digitalisation des petits commerces. Et en fait, je suis sûre que si en face de nous, on nous promet une solution hyper simple de click and collect qui peut être déployée par une super start-up, très rapidement, on est prêt à laisser un peu tomber toutes ces histoires d'impact, on fonce dans leurs bras et on se dit allez, allons-y, c'est génial. Et pourtant, si on y réfléchit bien, il y a des choses qu'il ne faut pas oublier dans la façon dont on fait la tech, dans le comment. C'est l'enjeu de ma prochaine question. Selon vous, à quoi est-ce qu'il faut faire attention dans notre conception des produits pour ne pas être naïf ou naïve dans la façon dont on construit nos outils tech? Je crois que le mieux placé pour en parler, c'est Alexandre qui a creusé et recreusé le sujet. Donc je te laisse la parole, Alexandre. Merci Manon. Oui, effectivement, moi c'est une question que j'ai un peu d'ailleurs un petit syndrome de l'imposteur là ce soir, parce que je suis assez récent dans toutes ces questions de Tech for Good et d'impact positif. Et pour le coup, pourtant moi ça fait justement plus de 15 ans que je travaille dans la tech en tant que product manager notamment. Je travaille dans des plutôt belles entreprises connues du digital. Je travaille chez Mythic, chez Viadeo, plus récemment chez l'Express. Et en fait, je pense que justement, je suis assez représentatif aussi d'une partie du problème, c'est qu'il y a un vrai manque de conscience de la part des professionnels qui travaillent au quotidien dans la tech. Et moi, finalement, jusqu'à il y a très récemment, je m'étais jamais vraiment posé la question des enjeux et des impacts que pouvait avoir le développement de tel ou tel service et de la façon dont on construit notre produit numérique, qu'on soit product manager, qu'on soit designer, qu'on soit développeur ou même marketeur. Enfin voilà, quand on travaille dans la tech, on n'a pas encore ce réflexe. C'est vraiment quelque chose qui manque, je pense. Et dans les éléments, ça fait partie aussi pour moi pour répondre même à la première question de tout à l'heure. Pour moi, c'est ça aussi qui me choque aujourd'hui, c'est qu'il y a encore un manque de conscience de toute la communauté, enfin d'une grande partie de la communauté tech, sur son impact direct et sur l'impact des choix qu'on peut faire tous les jours.
Et du coup, pour changer ça, il y a déjà beaucoup de travail en termes de sensibilisation à faire. Et donc, le Shift Project, des collectifs comme Green IT, comme plein d'autres qui sont en train de se monter, sont en train d'agir là-dessus. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est que moi, à partir du moment où, pour reprendre mon expérience personnelle, à partir du moment où j'ai pris conscience de l'urgence en termes d'environnement dans laquelle on est, en fait, on a envie d'agir, on a envie justement de se remettre en question et de voir comment on peut au quotidien faire en sorte de changer les choses et faire en sorte de changer les pratiques. Et ce que j'ai réalisé assez rapidement, en fait, en rentrant vraiment dans ce sujet-là, c'est que finalement, on a toutes les clés, en fait. Et on a la chance, quand on travaille dans la tech, d'avoir justement la main directe sur le produit, sur ce qu'on construit, ce qu'on va mettre dans la main des utilisateurs. Et donc, on peut, à travers tous les choix, toutes les prises de décision qu'on va faire tous les jours, encore une fois, quel que soit son métier, on a possibilité, si on sort des enjeux purement business qui sont quand même encore aujourd'hui ce qui drive principalement toutes les décisions qui sont prises en entreprise, si on intègre des notions justement d'impact environnemental, d'impact éthique aussi, on a la possibilité de changer les choses et on peut agir en conscience et en connaissance de cause. Et ça, pour moi, c'est un élément qui est vraiment crucial là-dedans et qui passe déjà, avant tout, par une bonne sensibilisation, une bonne connaissance de ces sujets-là. Et pour moi, un autre point important aussi, c'est que c'est un élément qui est valable pour toute la tech, et pas seulement quand on travaille dans la tech for good, ou pas seulement quand on ne travaille pas d'ailleurs dans la tech for good. Et moi, c'est un autre élément qui m'a aussi un peu marqué quand j'ai vraiment commencé à rentrer dans ces sujets-là et commencé à vraiment vouloir travailler avec des entreprises qui ont un impact positif, c'est que finalement, même ces questions-là, je m'attendais à ce qu'elles soient centrales dans ces entreprises-là, dans les entreprises tech for good, et j'ai eu plutôt l'impression que c'était pas le cas pour le coup et qu'il y avait encore une énorme marge de progression à ce sujet-là. Et voilà, j'ai trouvé ça vraiment marquant que finalement des entreprises qui se veulent déjà très vertueuses et beaucoup plus vertueuses que la plupart des entreprises tech n'aient pas encore pris ce réflexe d'utiliser, de prendre en considération ces éléments au quotidien. Voilà, donc en tout cas pour revenir vraiment sur la question, je pense que le plus important c'est la prise de conscience, et une fois qu'on a cette prise de conscience, se rendre compte qu'on peut agir tous à son niveau, au quotidien, par des éléments très simples au début pour commencer, mais qui vont permettre de lancer la machine et de mobiliser le plus de monde possible dans son entreprise. Merci Alexandre, et merci pour ce petit rappel sur les fameux cordonniers mal chaussés, mais ça fait jamais de se l'entendre redire et de faire preuve d'un peu d'humilité. Et puis je pense qu'il y aura beaucoup de questions pour toi à la fin, parce qu'on a des questions techniques qui commencent à arriver dans le chat sur concrètement comment est-ce qu'on fait pour revoir des logiciels et simplifier à des endroits, etc. Donc comme je sais que c'est ton sujet, on te repassera. Avec plaisir. Samuel, toi, d'après toi, à quoi il faut faire attention pour ne pas être naïf ou naïve dans la façon dont on conçoit nos solutions tech? Ouais, difficile de pas être naïf finalement, parce que comment armer le citoyen dans le flot d'informations, de communication, où tout le monde va se réclamer de la green tech, de la tech for good, etc., avec un bon argument à chaque fois. Donc, je trouve que ce qu'il faut, d'une part, c'est essayer de voir s'il y a différentes cases qui sont cochées, c'est-à-dire, par exemple, souvent, on nous vante un nouveau produit qui est plus efficace énergétiquement. Donc, pour l'utiliser, ça consomme moins d'énergie. Super. Mais ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'étude du Shift Project, c'est quoi? C'est que l'essentiel de l'impact du numérique, c'est en phase de fabrication et d'extraction des matières premières. Donc, l'enjeu du numérique, en gros, pour la plupart des appareils électroménagers, etc., c'est surtout que les produits durent plus longtemps. Parce que ça a coûté beaucoup de les fabriquer. Ça a beaucoup de ressources, aussi beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, l'important, c'est qu'il dure plus longtemps. Alors, si un nouveau produit, par exemple Microsoft, dernièrement, ils faisaient toute une campagne pour renouveler tous les parcs informatiques de leurs entreprises, en disant que leurs nouveaux parcs sont évidemment plus efficients, mais derrière, ils vont renouveler des dizaines et des dizaines de milliers d'ordinateurs. Eh bien, moi, je trouve que là, on a du tech for good bashing, si vous voulez, washing plutôt, dans le sens où, évidemment, là, on a un effet négatif qui est bien plus important que l'effet positif qui est mis en avant. Donc, il faut regarder ces externalités, il faut regarder l'effet rebond
aussi. C'est-à-dire que derrière, à chaque fois, un nouvel usage, on nous vend une avancée, mais si derrière, en valeur absolue, on finit par consommer plus, parce qu'on a des écrans de plus en plus grands, parce qu'on a de nouveaux besoins, etc., eh bien, notre impact environnemental, il est trop important. N'oublions pas qu'on consomme l'équivalent de 3 planètes aujourd'hui avec notre mode de vie français, qu'il faudrait essayer de revenir à une. Donc, ce n'est pas des petits ajustements qu'il faut quand même des ajustements beaucoup plus fondamentaux et doubler, tripler la durée de vie de nos produits, par exemple. Et puis, évidemment, il y a plein d'autres mesures à avoir. Et puis, je pense qu'il ne faut pas oublier à chaque fois l'aspect social. Je pense que sur ces questions de tech, on a une question finalement, est-ce qu'il faut mettre une machine ici ou un humain parfois ? Et finalement, il y a une partie, un quart de la population peut-être qui n'est pas à l'aise avec le numérique. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de le laisser de côté avec du numérique qui est omniprésent, qui est souvent obligatoire pour accéder aux droits, etc. Et là, je pense que les pouvoirs publics, ils doivent, c'est pas que le citoyen, c'est les pouvoirs publics, doivent être très attentifs à qu'est-ce qu'ils soutiennent, sortir de la fascination de ces nouveaux, ces technologiques, donc c'est très bien, et voir cibler les subventions, les aides fiscales, etc., pour que les vraies innovations utiles à la société voient le jour, se développent, mais qu'ensuite les gadgets ne soient pas aidés comme j'ai l'impression qu'ils le sont encore trop souvent aujourd'hui. Merci Samuel. Effectivement, donc on parle effet rebond, on pense accessibilité et on essaye de pousser à ce que le plus grand nombre adopte ces pratiques. Vous nous avez fait un aperçu très complet. Mathilde, est-ce que tu as encore des choses à ajouter sur ce sujet? Oui, bonsoir à tous. C'est vrai que j'ai pu vous écouter attentivement. J'ai un peu la lourde tâche de synthétiser et d'apporter mes petites touches à cette première partie. C'est vrai que moi, je suis assez d'accord avec les propos de Samuel sur le fait qu'il faut quand même avoir une vision un peu plus globale de la chose. On parle quand même beaucoup des consommateurs, de leur responsabilité, etc., sans vouloir faire de la punchline. Attention aux effets gilets jaunes aussi de la transition écologique du numérique, parce que tout n'est pas accessible à tout le monde. Et donc, il faut qu'on puisse être capable finalement d'avoir un peu cette vision 360. Et c'est vrai que, bon, moi après, j'ai un point de vue assez état aussi, donc j'ai peut-être mon biais, mais je pense qu'en termes d'empreinte, il faut qu'on aille au-delà de l'empreinte écologique et qu'on parle d'empreinte sociale, voire d'empreinte démocratique. Et c'est un peu l'esprit de réflexion qu'on a à la Fondation Internet Nouvelle Génération depuis plusieurs années, et notamment dans le cadre d'un programme qui s'appelle Reset, donc qui veut un peu dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire on veut arrêter de se dire il faut transformer la société, il faut faire la transformation numérique de la société, et plutôt inverser un peu le paradigme en disant il faut qu'une société, il faut qu'un projet de société puisse transformer le numérique. Et pour ça, c'est vrai que on peut se donner un petit peu des valeurs ou des cadres, ou en tout cas des qualités à respecter, ou en tout cas à poursuivre. Et typiquement, au-delà d'un numérique qu'on pourrait avoir frugal et sobre, en effet, je pense qu'il faut vraiment beaucoup penser aux questions d'inclusion, aux questions d'équité, donc équité fiscale, mais aussi équité d'accès aux services. Donc ça peut être en effet l'accès aux droits, mais aussi d'accès aux équipements. Équité démocratique. C'est très lié à la question de l'accès aux droits. Il faut qu'on ait un numérique qui soit protecteur, un numérique bien sûr innovant, mais aussi un numérique qui puisse donner des capacités un peu à tout le monde. Et pour cela, je vous inviterai peut-être à réfléchir à une sorte de triptyque qui peut compléter en fait ce que propose le Shift Project. Aujourd'hui, la commande publique représente plus de 10% du PIB. Et je pense qu'il faut quand même avoir ça en tête parce que dans la sphère économique, finalement, c'est un acteur, l'État et les collectivités territoriales sont des acteurs qui ont le pouvoir de finalement faire shifter. Parce que, en effet, la commande, elle détermine beaucoup de choses. C'est exactement comme l'investissement dans le privé. Et donc, c'est vrai que du coup, l'esprit un peu de ce qu'on veut proposer, de ce qu'on veut essayer dans ce programme Reset, c'est de réunir des acteurs hétérogènes, donc des acteurs de l'offre, ceux qui conçoivent, qui produisent et qui peuvent s'appliquer des principes. Des acteurs de la commande, donc en effet ceux qui vont aller essaimer et diffuser finalement la capacité économique auprès des acteurs de l'offre, et des acteurs des usages, donc les collectivités, les usagers, les associations de consommateurs. Et ce triptyque peut aussi aider à forger collectivement des projets qui soient vraiment au service de la transformation du numérique.
Et pour cela, je pense que c'est un vrai challenge parce que pour des entreprises de la tech qui ont, même si elles sont tech for good, des objectifs de croissance, d'installation sur un marché, il va falloir refuser des choses. C'est-à-dire, il va falloir refuser d'être hébergé dans un autre pays qu'un pays européen. Il va falloir refuser d'utiliser des solutions qui, finalement, ont une empreinte sociale pas forcément très positive. Et en effet, il faut aussi voir un peu toutes les couches du numérique. On a les couches équipements, etc., mais on a aussi les couches plus soft. Et typiquement, tout à l'heure, on parlait des questions de diversité. Aujourd'hui, je pense que dans la tech for good, il faut qu'on ait des acteurs qui soient beaucoup plus présents sur les questions d'algorithmes et d'intelligence artificielle, parce qu'à terme, dans le futur, ça peut créer aussi des effets de bord et des effets rebonds, comme le disait Samuel, qui vont être déplorables pour la société, et pas que pour la Terre, même si la Terre fait partie de la société. Mais donc, je pense qu'il faut qu'en effet, on puisse s'investir sur ces trois leviers, on va dire, la commande, l'offre et les usages, qui sont pour moi assez indissociables si on veut arriver à terme à transformer le numérique. Solide. Merci Mathilde. Je crois que là, pour le coup, on a fait un bon tour du sujet. En tout cas, à vous écouter tous, ça donne l'impression qu'on a du pain sur la planche. Donc, c'est pas forcément un sujet si facile que ça. Mais bon, j'ai envie de dire que si on est là, c'est qu'on a un peu d'espoir quand même et que, a priori, on a 5 personnes avec nous là qui portent de belles convictions sur un autre numérique qui serait possible. Donc on va pouvoir passer à la partie un peu plus réjouissante de la conférence je vais cette fois vous demander ce qui vous paraît le plus important pour vous dans la tech qu'on veut construire et si vous avez des exemples de belles tech for good mais qui sont tech for good de A à Z et qui répondent à tout ce qu'on a dit juste avant. On enchaîne peut-être avec Alexandre, comme ça tu vas pouvoir nous donner le pendant de ce que tu disais tout à l'heure et donner des astuces sur ce qu'on peut faire pour rendre son produit plus durable et plus responsable. Ouais, effectivement. Pour continuer, ça continue effectivement un peu directement ce que je disais tout à l'heure. C'est à partir du moment où on a eu cette prise de conscience, on sait que en tant que professionnel, encore une fois, qui travaille dans la tech, qui construit des produits numériques tous les jours, une fois qu'on a pris conscience de ça, je pense que la première étape, le plus important, pour vouloir passer à l'action, c'est de mesurer et de s'évaluer un petit peu sur où on en est actuellement, quels sont notamment sur les enjeux écologiques, environnementaux, comment se situe notre produit, notre site, notre application mobile, par exemple, et quel est son niveau de performance actuel. Il y a plein d'outils qui sont disponibles sur le marché. Un des plus connus, c'est notamment l'EcoIndex, qui a été développé par le collectif Green IT, qui est extrêmement simple, puisqu'il suffit de copier l'adresse de son site internet sur EcoIndex, et ça va vous donner une note qui va vous dire si vous êtes bon, pas bon, ou moyen en termes d'impact environnemental et d'efficience énergétique, et qui va commencer à donner quelques pistes d'action. Ça va regarder un petit peu justement le poids des pages, ça va regarder le nombre de requêtes, ça va regarder le nombre d'éléments dynamiques sur la page aussi. Tout ça, ça joue sur la consommation énergétique de votre site ou de votre appli. Et tout ça, ça permet, si on prend en considération ces éléments-là, d'avoir du coup des éléments qui vont nous permettre de travailler sur ces aspects-là et d'intégrer ça finalement dans notre démarche quotidienne, encore une fois, dans notre process de développement du produit. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement, plus on intervient tôt dans le cycle de développement du produit, donc dès la conception, donc on va parler d'éco-conception, justement, de bien prendre en considération, d'une part, que ce sur quoi on va travailler, une nouvelle fonctionnalité, ou un nouveau site, ou un nouveau service, un nouveau produit, répond bien à un besoin, donc on ne va pas créer du déchet numérique en sortant quelque chose qui ne va pas correspondre à un marché, qui ne sera pas utilisé. Ça, c'est un premier point. Ensuite, c'est en termes de design, comment on va faire en sorte d'optimiser au maximum l'expérience utilisateur, l'interface, tous les éléments qui vont venir sur le site. Donc, par exemple, le fait d'utiliser beaucoup de vidéos, évidemment, c'est extrêmement lourd, ça consomme beaucoup de data et c'est pas toujours extrêmement pertinent. On le fait parce que c'est un peu la mode, parce que visuellement, c'est forcément beaucoup plus sympa, mais au-delà de ça, des fois, on se pose pas toujours la question de l'impact que ça a derrière. Et ensuite, il y a plein d'autres exemples, et ensuite, en termes de développement,
Là, il y a énormément de choses qu'on peut faire d'un point de vue technique, en termes de choix de langage, en termes d'hébergement, ça c'est un des éléments les plus importants. Voilà, sur toute la stack technique qui va rentrer en compte derrière, tout ça, c'est des choses qui commencent à être beaucoup documentées et sur lesquelles on peut agir assez, encore une fois, quand on s'y prend tôt, sur lesquelles on peut agir très, très bien. Voilà, donc ça c'est quelques premières clés comme ça. Et un autre élément qui me paraît important aussi, c'est de se donner des objectifs. Et c'est d'intégrer ça en fait dans notre vie d'équipe. On peut commencer par lancer des initiatives nous-mêmes sur notre propre expertise, donc qu'on soit product manager, un designer, développeur, mais plus on arrivera à sensibiliser le monde dans son équipe et puis même au-delà de son équipe, dans les autres équipes, dans les autres départements, plus on aura un impact important sur encore une fois sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Merci Alexandre. Et là où donc, ce dont tu nous parles, c'est de mesurer, de s'auto-évaluer, de se donner des objectifs. Sarah a un avis qui est assez complémentaire avec ça, puisque d'après toi, Sarah, le plus important, c'est d'être drivé par l'impact et c'est par l'impact, et c'est que la personne qui porte le projet ait ça au cœur. Ce que tu défends, je crois. En effet, moi je crois beaucoup déjà à la question de la mission, de redéfinir la mission sociétale de l'entreprise, donc pour tous ces acteurs de la tech. Donc pour moi la tech c'est un moyen, c'est absolument pas une fin en soi, donc ça peut venir démultiplier l'impact de la mission. Donc nous on regarde beaucoup des entreprises qui sont Tech for Good au sens où vraiment les fondateurs et l'équipe et le projet est vraiment drivé par l'impact positif qu'il va créer. Et je crois que ce qui est important, c'est aussi de ne pas être trop dogmatique, c'est-à-dire de s'inscrire dans une vraie courbe de progression. Je pense que là, tous, on a donné pas mal d'impact possible positif comme négatif, on a listé pas mal d'externalités négatives. Je crois que ce qui est important, c'est pour chacun de ces acteurs, c'est de se re-questionner sur c'est quoi mon impact numéro 1, c'est quoi la solution que je vais proposer pour quel effet, pour quelle finalité, et puis après de lister l'ensemble des impacts possibles, que ce soit l'impact interne de ces bonnes pratiques en matière de responsabilité sociale et sociétale et environnementale, que de son impact externe. Et évidemment, plus on se développe, plus on fait de la croissance, plus on génère d'externalités négatives. Donc, c'est de suivre cela et l'intégralité, mais c'est d'y aller. Je pense qu'il y a important, c'est d'y aller aussi step by step et de pas se tromper de combat et peut-être de pas toujours vouloir mener toutes les batailles à la fois. Moi, je voulais partager un exemple que je trouve toujours très intéressant, que vous connaissez tous certainement, qui est l'UNI, donc qui est cette boîte à histoire pour des enfants, pour diminuer le temps d'écran des enfants, et voilà, cette petite boîte où l'enfant est acteur de son histoire. Bon, c'est une entreprise que moi j'ai vu émerger sur Ulule quand je travaillais pour Ulule, qui avait un vrai impact et qui était vraiment un impact natif, puisque la volonté de cette tech, c'était de réduire le temps d'écran des enfants. Et donc vraiment porté et animé par cette mission sociétale. Et il y avait plein de questions et plein de choses qui étaient imparfaites dans le projet, dans le produit, notamment une des premières questions qu'on s'était posées quand j'étais chez Ulule, c'était en fait le produit était fabriqué en Chine, donc évidemment ça pose quand même quelques questions. C'est quoi le sens finalement quand on crée de l'impact sociétal et en fait c'est déplorable d'un point de vue environnemental. Et en fait, Maëlle, la fondatrice, elle a apporté une vraie réponse. C'était de dire que, évidemment, que c'était une question, mais c'était une question qu'elle ne pouvait pas adresser à court terme parce que c'était compliqué d'un point de vue économique, mais que c'était un sujet qu'elle allait adresser et sur lequel elle allait évidemment s'améliorer. Donc, cette courbe de progression, elle est très importante, et je pense que d'avoir des fondateurs, fondatrices qui sont portés par leur mission sociétale, ça permet d'être beaucoup plus résilient sur ces sujets-là dans le temps. Et aujourd'hui, c'est une belle illustration, puisque l'Uni relocalise sa production en France. Et il leur a fallu 7 ans. Et je trouve que c'est un bon exemple d'une tech for good qui a réussi, en tout cas, à continuer à créer de l'impact positif sur tous les sujets et ces 3 fameux piliers du sociétal, social et environnemental. Merci Sarah pour ces belles inspirations. Et Samuel, je crois que pour toi, le plus important, tu vois encore plus
encore plus global. Soit le plus important, c'est finalement le projet de société qu'on veut construire autour des technologies, c'est ça? Oui, je rejoins quand même. C'est difficile là d'être donneur de leçons. On sait forcément qu'il y a un droit à l'erreur, que ça va être difficile d'être parfait sur tous les plans et que le but, c'est sans doute d'avoir cette intentionnalité au départ, d'avoir cet impact positif et puis de progresser au fur et à mesure, notamment sur les impacts numéro 1. Ce qui a été dit, je rejoins complètement. Mais derrière, voilà, quelle société on veut construire? Est-ce que c'est une société où on est sans cesse connecté? Aujourd'hui, les 16-24 ans, on dit que c'est de l'ordre de 10 heures d'écran par jour. Donc, est-ce qu'on ne veut pas émanciper la société de ces éléments, avoir de l'humain? Est-ce que, par exemple, sur la 5G, c'est assez visible ce débat? Est-ce qu'on déploie tous ces moyens pour des nouvelles antennes, pour des nouveaux capteurs, etc., avec des bénéfices qui restent difficiles à mesurer aujourd'hui, avec cette promesse d'une hyperconnectivité, d'une accélération perpétuelle du numérique? Je trouve que là, on a un bel exemple. Est-ce qu'on serait capable de s'arrêter de temps en temps, de se dire, voilà, pourquoi faire? Pourquoi on veut cette technologie? Et à quelles conditions? Et peut-être qu'il y a des conditions où la 5G va être nécessaire, mais peut-être que ce n'est pas nécessaire de le faire sur tout le territoire. Et donc, se poser ces questions démocratiquement de l'objectif, eh bien, je pense qu'on devrait être aujourd'hui, dans notre pays d'ingénieurs, capable d'avoir ce type de raisonnement pragmatique, lié aussi à un projet de société. Donc, ça, c'est sûr que voilà, c'est un grand objectif qu'on partage, mais il est essentiel de se réapproprier et de réencastrer la technologie dans la société. Et je pense que les concepteurs, par exemple, des sites, on en a parlé tout à l'heure, il faut qu'ils soient aussi formés à ces éléments, à l'éco-conception, etc. On a beaucoup trop une vision en silo technique, alors qu'il y a besoin d'un peu de culture générale. Finalement, un entrepreneur qui aujourd'hui veut développer quelque chose, veut se poser les bonnes questions, est-ce qu'il n'a pas intérêt à aller voir un sociologue, aller voir un informaticien, aller voir un biologiste, etc. Et puis finalement, en ayant croisé quelques regards, il peut avoir une vision, sans avoir passé 1 million d'euros à mesurer son impact, une vision des impacts possibles de son activité. Donc voilà, une vision globale, systémique, c'est un grand objectif, mais il faut qu'on essaye. En effet, grand objectif, mais qui résume bien une partie de ce qui s'est dit ce soir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de seule et unique solution, mais que c'est ensemble qu'on va pouvoir inventer le numérique ou la technologie qu'on a envie de voir. Et pour faire directement la transition avec ce que tu nous proposes, Samuel, ma question suivante, c'est de savoir comment est-ce qu'on fait pour que cette démarche-là de vouloir créer une technologie plus vertueuse, elle se répande largement jusqu'à devenir, pourquoi pas la norme, rêvons-en. Je crois que Alexandre, tu as encore quelques petites méthodes pour nous pour savoir comment diffuser en interne dans une entreprise cette démarche, une fois qu'on a été convaincu et qu'on est soi-même animé par cette envie, comment est-ce qu'on en parle autour de soi pour mobiliser en interne? Ouais, effectivement, je pense que, encore une fois, il y a énormément de choses qui se jouent à un niveau beaucoup plus global, et ça, bien évidemment, c'est à tout le monde, encore une fois, de sensibiliser là-dessus et d'agir. Mais voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui se jouent à un niveau peut-être un petit peu plus individuel dans un premier temps, comme je disais tout à l'heure. Ça commence souvent par des initiatives individuelles qui peuvent être portées ou non par la direction de l'entreprise, par le management, mais justement, il ne faut pas non plus attendre que ça tombe d'en haut, entre guillemets, et il ne faut pas hésiter à prendre l'initiative encore une fois, sur ce qui est accessible, et ça peut être très accessible. Les petits exemples que je donnais tout à l'heure, c'est faire des choix au quotidien sur ce qu'on fait tous les jours. Et une fois qu'on a commencé à faire ça, l'idée, c'est d'essayer de sensibiliser et d'y aller étape par étape. On ne va pas non plus aller directement taper à la porte et aller voir son CEO pour lui demander de changer tout l'hébergement des serveurs, etc. C'est des choses qui sont quand même assez impliquantes, comme beaucoup d'implications. Mais moi je vois plutôt une sensibilisation progressive. Donc on commence autour de soi, dans son équipe, ses collègues directs. On essaie de voir s'il y a des personnes qui sont aussi intéressées et sensibles à ces questions-là. Déjà ça va permettre de démultiplier encore plus à la fois les idées et à la fois les choses qu'on peut faire concrètement. Et commencer, une fois qu'on a des premiers éléments, des premières choses qu'on a réussi à mettre en place, c'est l'utiliser aussi, s'en servir pour
mesurer l'impact, voire montrer que l'impact est plutôt positif, ou en tout cas pas négatif, non plus dans l'autre sens, et qu'on continue quand même à avoir des enjeux business qui sont respectés, et se servir de ces petites victoires pour faire un peu effet boule de neige dans l'entreprise et commencer à intéresser les autres équipes et progressivement les autres départements et aller de plus en plus loin. Et pour aller vers ça, je pense qu'un des éléments les plus importants, c'est sans forcément vouloir tout transformer d'un coup, parce qu'encore une fois, ça peut être compliqué à mettre en place, on peut commencer par, et je pense que c'est le plus efficace à mon sens, pour vraiment, encore une fois, pour débuter, c'est de s'intégrer dans les méthodes qui sont déjà en place, et notamment dans les équipes et nos entreprises tech. On peut utiliser tous les ressorts des principes de l'agilité, des méthodes Scrum, des principes de conception centrés sur l'utilisateur, de design thinking, pour essayer de faire des ateliers participatifs, par exemple, avec tous les membres de son équipe, pour essayer de trouver des solutions et des choses qu'on peut mettre en place. Construire un backlog, par exemple, c'est des choses très, très simples, enfin très accessibles à tout le monde, que tout le monde peut faire. Construire un backlog avec des tâches qui seront ensuite intégrées au fur et à mesure des cycles de développement, des sprints, si on est en agile, ce genre de choses. Et voilà, tout ça, ça va permettre de s'assurer qu'on inscrit ça dans la durée. Parce que c'est important aussi de se dire que c'est pas juste des efforts qu'on fait à un moment donné, c'est des efforts qu'on va pouvoir faire perdurer. Et pour aller un peu plus loin là-dedans, on peut aussi être force de proposition pour organiser des événements un peu plus en interne. On a pendant pas mal de temps parlé, par exemple, de hackathon, une sorte de grande compétition comme ça, où tout le monde se met à réfléchir sur une problématique donnée et que tout le monde fait des petits prototypes, etc. en équipe. Donc il y a une très forte émulation, donc c'est super intéressant. Ça peut être un très bon moyen quand on veut faire faire interagir tout le monde sur des questions très précises, que ce soit l'impact environnemental, mais aussi des questions d'éthique et d'impact humain, plus directement. On peut aussi faire, par exemple, organiser des fresques du climat. Ça, c'est quelque chose que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent, ces associations qui expliquent un petit peu pourquoi on veut aussi être plus vertueux dans notre approche du digital, et notamment parce que le digital a un impact aussi sur l'environnement. Il y a des fresques du climat adaptées spécifiques au numérique, donc ça c'est super intéressant. Et après on peut aller encore plus loin, et là je dirais que c'est peut-être un niveau plus managérial, et ça rejoint certaines réflexions qui avaient été faites tout à l'heure, c'est intégrer finalement les enjeux d'éthique, les enjeux d'impact directement dans la stratégie de l'entreprise, et là c'est plutôt au management de faire ça, et d'intégrer vraiment dans les objectifs stratégiques une question d'améliorer soit le bilan carbone de son entreprise, soit de réduire l'impact négatif que pourrait avoir son produit en termes d'attention prise d'addiction prise sur ses utilisateurs. Et ça, voilà, ça permettrait encore une fois de mobiliser tout le monde et d'inclure tout le monde dans le mouvement qu'on veut insuffler à l'entreprise. Et dernier point, moi qui me paraît vraiment extrêmement important, et ça c'est pour élargir aussi un petit peu le sujet, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent au niveau de la formation, que ce soit la formation dans les écoles, mais même et surtout dans la formation professionnelle, pour qu'on puisse donner les clés à des professionnels qui sont déjà un minimum sensibilisés, mais qui ne savent pas vraiment comment agir. Il y a vraiment énormément de choses à faire en termes de formation continue sur ces aspects-là. J'aurais pas mieux dit. Et je crois que Mathilde va t'emboîter le pas. Exactement. C'est vrai qu'en effet, pour que ça se répande largement, en effet, je pense que là, il y a un prérequis assez énorme, c'est en effet la question des compétences. Et tout à l'heure, on parlait de silos dans les manières de faire du numérique responsable. Je pense que aussi dans nos formations, il faut qu'on réussisse à hybrider beaucoup plus les compétences en sciences et les compétences en sciences sociales. Et Samuel, vous l'a rappelé tout à l'heure, en effet, je pense que pour avoir une conception justement 360 de stratégie responsable, il faut qu'on puisse donner un peu des clés de lecture différentes à des ingénieurs et à des décideurs, des managers, etc. Et donc c'est vrai qu'en effet ça passe par la formation initiale où il faut concevoir en fait finalement des nouvelles formations, et également la formation continue pour qu'ensuite en effet ce qu'on appelle souvent les corporate hackers de l'entreprise, ce soit finalement eux en fait qui viennent insuffler aussi ça, parce qu'ils ont la méthodologie ils ont déjà la méthodologie pour proposer des transformations internes. Mais là, il faudrait que ce soit elles et eux, qui soient en capacité aussi de proposer au management
de nouvelles manières d'investir, de développer tout en étant responsable. Et je pense que le travail que fait Latitude, par exemple, qui est représenté par Manon, est quand même assez exemplaire là-dessus. C'est-à-dire que d'aller aussi rapprocher des entreprises et des écoles de formation pour justement montrer qu'on peut faire des projets tech à impact ou des projets tech qui ont du sens, c'est très intéressant. L'autre levier que j'identifie, c'est aussi celui de la collaboration. Je pense que c'est un peu le sens de ce qu'on fait ce soir aussi, c'est pouvoir aussi se partager des méthodes, pouvoir construire des référentiels communs pour mesurer, parce qu'on peut entrevoir aujourd'hui qu'on va avoir chacun et chacune des référentiels très différents pour mesurer les questions d'impact. Je crois qu'il y a l'impact score qui va peut-être nous éclairer tout à l'heure. Un autre levier que j'identifie, c'est aussi quand même finalement la priorisation. Je vais être un peu snob sur ce coup-là, mais je pense que réfléchir quand même sur les objets prioritaires sur lesquels appliquer de la tech for good, c'est quand même important aujourd'hui. Et moi, ceux qui me sont un peu favoris, finalement, ils sont assez simples. C'est ceux de la mobilité et de l'alimentation. Si aujourd'hui, on va pas aller chercher sur ces sujets-là qui sont quand même très consommateurs, où il peut y avoir des grands déséquilibres aujourd'hui sur le vivant et sur la planète, je pense qu'on rate un petit virage. J'ai pas du tout les solutions, mais je sais qu'il y a plein de personnes ici qui pourront réagir ou qui les ont peut-être déjà. J'ai presque terminé. Un autre levier que j'identifie, c'est celui de l'exemplarité. Tout à l'heure, je vous parlais de la commande publique qui était quand même l'un des gros leviers finalement économiques pour changer les choses. Je pense que l'État a vraiment une responsabilité à faire de la tech for good dans ce qu'il achète, dans ce qu'il conçoit, dans les profils qu'il recrute pour justement montrer que c'est aussi possible de le faire dans une institution qui est aussi peu flexible a priori que l'État. Il y a des petites choses qui sont faites et je pense que ça peut intéresser certains d'entre vous. Typiquement, le projet de loi de finances, donc qui est voté tous les ans, qui est quand même l'un des plus gros leviers finalement de gouvernance de notre société. De plus en plus, on essaye de mesurer l'impact et l'empreinte environnementale du budget de l'État. Donc c'est le concept de budget vert. Moi, mon petit cœur penche aussi pour qu'on puisse mesurer l'impact des budgets selon d'autres référentiels. Et là, je vais rebondir sur les propos de tout à l'heure autour des questions de diversité, d'égalité femmes-hommes. Je pense qu'il faut aussi qu'on réussisse à trouver des leviers qui nous permettent de mesurer d'autres enjeux de vulnérabilité finalement. Et en fait, j'ai terminé. Donc mes 4 points, c'est la formation, la collaboration, la priorisation et l'exemplarité. Merci Mathilde et merci pour le clin d'œil à Latitude. Je n'en demandais pas tant. Une petite conclusion par Emmanuel. Emmanuel, finalement, tu as parlé au tout début et puis ça fait un moment qu'on t'a pas entendu, mais c'est presque le meilleur moment et le meilleur pour la fin parce que ce que tu vas dire est pour moi très important et fera une magnifique conclusion. Je te laisse la parole pour... Ok. Déjà, beaucoup ont été dit par Alexandre, par Mathilde, sur comment devient la norme. Je pense que déjà, on aura atteint la norme quand les fonds d'investissement arrêteront de dire qu'ils sont impact ou pas. Ça montre que si on le sort de façon à se différencier des autres, ce qui est déjà très bien pour ceux qui le sont, ça veut dire qu'il y en a encore plein qui ne sont pas impact et qui le regardent de beaucoup moins. Et comme quand même souvent les sociétés tech, même si je pense que c'est un problème, ont besoin d'argent pour se financer, les fonds d'investissement ont un vrai impact, si je peux me permettre de le dire, sur le développement et la normalisation du tech for good. Moi, je vais essayer de me concentrer un peu sur l'extérieur. Vous avez compris que mon sujet, c'était vraiment d'essayer d'inclure un peu plus. Je suis pas complètement d'accord avec Alexandre, à moins que ça soit du greenwashing. Je pense que les grands acteurs de la tech et des startups qui marchent bien en France ont pris ce volet environnemental. Tout le monde en parle. Je crois qu'il y a eu des Tech for Good Awards il n'y a pas longtemps, sponsorisés par une société qui fait du covoiturage, vous voyez, donc tout le monde en parle, tout le monde est tech, enfin, eux ils le sont, mais enfin, pas mal de sujets là-dessus. Moi, je pense que le tech, il pense surtout au côté environnemental, qui est très important, on l'a dit, mais il y a le côté social. Et le côté social, bien sûr, la diversité, mais je pense qu'on est en train je crois que quelqu'un l'a dit, il va pas falloir quand même que ça soit quelques personnes qui décident de qu'est-ce que sera la tech for good demain.
Et moi, ce que je vois, très sincèrement, c'est qu'aujourd'hui, on est, bien sûr, il y a quelques personnes qui ont pris des sujets de diversité en main, mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de sociétés Tech for Good qui sont dans des quartiers prioritaires, qui installent leur siège dans des endroits qui sont pas le 8e arrondissement ou le 17e arrondissement? Est-ce que des fonds d'investissement, des grandes banques d'affaires, enfin des banques qui se veulent militantes vont aussi dans des endroits comme ça? Et je pense que c'est très important. Si on n'inclut pas, si on ne va pas si on ne vit pas avec les gens de la diversité de la France, on va se couper, à mon avis, encore une fois, on va se couper de tout un tas de personnes qui ne nous reconnaîtront pas. Je crois que tout à l'heure, quelqu'un parlait des gilets jaunes, j'arrive pas à le dire, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il faudrait pas quand même que une grande partie de la population considère que la tech, et en plus la tech for good, elle est faite pour des personnes blanches issues des écoles de commerce et qui ont fait une prépa. Alors maintenant, c'est que j'ai fait prépa. Alors, j'ai pas fait école de commerce, mais j'ai fait prépa, donc c'est un peu difficile pour moi. Mais c'est quand même important que ces acteurs sachent qu'ils ont un impact. Quand on lève plusieurs millions d'euros, qu'on devient riche avant 30 ans ou avant 40 ans, on a un impact, qu'on le veuille ou non. Et ça, il faut faire un effort. Si on a un impact, enfin, si on a un pouvoir, je crois que c'est ce qu'on dit, quand on a un grand pouvoir, on a une grande responsabilité. Mais il faut mettre en place des actions. C'est bien de former, c'est bien de faire appel à des personnes, à des différentes sociétés, différentes de formations qui vont travailler sur l'inclusion. Mais pourquoi on déménage pas les sièges? Pourquoi on n'embauche pas 15% des personnes, 15% des personnes qu'on embauche viennent de quartiers prioritaires? Vous voyez, autrement, on va encore une fois faire, vous savez, c'est la guerre des talents. Ça, c'est le grand truc de Cédric O et du gouvernement, que j'aime beaucoup d'ailleurs, que je soutiens d'une certaine façon, certaines fois. Mais c'est la guerre des talents. Ça veut dire quoi, la guerre des talents? C'est ceux qui ont fait des grandes études ou c'est en fait de créer une équipe qui permet de faire des belles choses? Bon, voilà, là, je m'enflamme un peu, c'est la fin, donc j'ai le droit. Mais je pense que c'est très important de savoir que les personnes qui sont à la tête et qui font cette tech ont une responsabilité. Et si on se veut tech for good, ne pensons pas qu'à l'environnement, pensons aussi aux personnes pour qui on le fait et avec qui on le fait. Merci Emmanuel, je crois qu'on ne pouvait pas faire plus marquant comme conclusion. Alors, donc on arrive sur la fin de cette conférence. On va prendre les questions qui sont arrivées dans le chat pendant tout l'événement. Si vous en avez, vous pouvez encore les poster, il n'y a pas de souci. Et donc, ce soir, on a parlé de conscience environnementale, on a parlé d'éthique dans la tech, on a parlé de social, du modèle de société qu'on cherche à construire collectivement. Emmanuel nous rappelle notre responsabilité à toutes et à tous. Et moi, je me demandais un peu qu'est-ce qu'on va en retenir de toute cette heure de discussion. Alors, si vous voulez nous dire ce que vous en retenez dans le chat, on vous écoute. De mon côté, ce que j'en retiens, c'est que déjà, on a sous les yeux de belles preuves qu'il existe des personnes qui se battent pour l'émergence d'une vraie tech for good. Donc ça fait chaud au cœur. Et puis le fait que vous tous, vous soyez là aussi ce soir, déjà, c'est marquant et ça nous touche. Et puis ce que j'en retiens surtout, et là c'est mon petit mot perso, c'est que les mots-clés de ce soir pour moi, c'est l'humilité et la remise en question. Quand Alexandre nous dit qu'il faut d'abord évaluer son impact pour savoir par où on commence, quand Sarah nous dit que le plus important c'est d'être drivé par l'impact et d'écouter que ça pour continuer à s'améliorer, quand Emmanuel là, nous parle de diversité, alors que initialement Emmanuel, tu as créé une boîte qui agit plutôt sur des enjeux environnementaux et que tu aurais pu dire c'est pas trop mon sujet. En fait, derrière tout ça, ce que j'entends, c'est la volonté de toujours se réinventer pour vraiment avoir l'impact qu'on veut et qu'on prétend avoir. Et je suis contente que ce soit ça qui ressorte, à mon sens, du débat de ce soir. Donc merci à toutes et à tous de nous donner espoir en ce sens. Et pour revenir sur du très concret, je voulais apporter quelques petits éléments de réponse aussi à ce qui s'est dit ce soir. Tout d'abord, parler du Tech for Good Score. Donc, je ne sais plus quelqu'un a teasé tout à l'heure sur ce sujet. On a développé donc avec le mouvement Impact France et Tech for Good France
Pour commencer, on a développé l'Impact Score, donc qui est un score qui permet à toute entreprise de savoir où elle en est au niveau de son impact, donc sur les 4 piliers, le partage de la valeur, du pouvoir, l'impact social et environnemental. Et on est en cours de développement du Tech for Good Score, avec Sarah qui travaille aussi dessus notamment, qui ajoute des questions spécifiques sur la tech, donc notamment sur l'accessibilité, sur la diversité, sur l'empreinte carbone du numérique. S'il y a des personnes qui sont intéressées pour réfléchir avec nous et designer avec nous cette version du Tech for Good Score, vous êtes les bienvenus. Et un petit mot simplement sur moi et mon association. Moi, je suis Manon, donc je suis, au-delà d'être ambassadrice de la communauté Tech for Good France, je suis aussi cofondatrice de l'association Latitude, qui anime une belle communauté qui s'appelle les Tech for Good enthousiastes et qui réunit plusieurs centaines d'individus et d'organisations du monde de la tech qui ont envie de se former, de se bouger sur les sujets sociaux et environnementaux et de partager avec leurs pairs sur ces sujets. Donc si ce soir ça vous a donné envie, n'hésitez pas à venir nous voir, on continue à mener les débats à côté dans la communauté et avec tous les acteurs qui étaient là aussi ce soir. Voilà, c'était mon instant pub et maintenant j'enchaîne sur les questions. Alors, il y a des questions qui ont déjà été traitées pendant le débat, donc je vais peut-être pas les reprendre. Je vais commencer par une question qui est intéressante et qui va pouvoir générer un peu de débat. C'est de savoir si la Tech for Good est obligée de passer par une posture de groupe minoritaire actif et militant comme c'était le cas pour le développement durable et l'écologie à leur début, ou pas. Qui veut prendre cette question ? Allez, moi, je veux bien me lancer parce qu'il faut bien quelqu'un qui se lance. Moi, je crois qu'on n'a pas le temps de passer par le côté minoritaire. Je ne reviens pas sur les Verts et tout ça, mais je crois qu'on n'a pas le temps de faire par le minoritaire. Donc, je crois que c'est Mathilde qui parlait de formation. Il faut effectivement, il faut beaucoup former dès le plus jeune âge à qu'est-ce que la Tech for Good et qu'est-ce que le Good surtout. Mais non, j'espère pas que ça prendra autant de temps. Voilà, j'espère qu'on prendra pas 40 ans pour expliquer que la tech devienne good. Donc, voilà. Moi, j'aurais la crainte inverse, c'est que, au contraire, ce soit trop rapidement rassembleur et d'une manière artificielle. C'est-à-dire que tout le monde se réclame de la Tech for Good derrière une définition complètement pompeuse, obscure, ou dès qu'il y a un impact positif, parce que finalement les boîtes elles essayent toujours de se démarquer, donc elles vont dire ah bah tiens on n'avait pas vu mais on a tel impact positif, c'était pas du tout notre objectif mais en fait il existe. Et donc, ils vont communiquer dessus. Et la Tech for Good devient 99% des entreprises de la tech. Mais derrière, on ne change pas la question environnementale, sociale, qui reste une urgence. Donc, je ne sais pas comment réconcilier parce qu'il faut évidemment que ce soit rassembleur, mais en même temps, il faut que ce soit exigeant. Donc, c'était ma crainte plutôt inverse et je serais curieux du Tech for Good score là, dont vous parlez, à arriver à voir les différents critères pour que ce soit en même temps simple, il ne faut pas passer sa vie à mesurer, mais en même temps qu'on arrive à voir l'impact réel, en tout cas du cœur de l'activité, quoi. Et on a une question justement qui se rapproche du Tech for Good score, mais ça va me permettre de vous poser la question à vous. La question, c'est quel référentiel pour la Tech for Good ? Et donc, je l'interprète un peu comme quels critères importants à mettre dans ce Tech for Good score si vous deviez le concevoir avec nous. Je peux bien commencer à répondre, mais c'est vrai que je pense qu'on l'a tous dit à un moment donné. En tout cas, je suis convaincue qu'il ne faut pas qu'on ait que la partie empreinte environnementale dans ce Tech for Good score. Il faut vraiment qu'on prenne en compte l'empreinte sociale et moi, j'ajouterais vraiment l'empreinte démocratique. Avec en effet, et je trouve qu'Emmanuel a hyper bien synthétisé à la fin, en effet, des enjeux aussi sur la marque employeur auprès d'un terrain de jeu beaucoup plus diversifié en termes de formation et même de classe sociale, on va dire, même si on ne peut pas forcément toujours faire des statistiques là-dessus, donc ça ne va pas être si évident. Et également, pouvoir aussi, et là je vais répondre complètement à côté parce que je ne suis pas assez technique pour ça, mais faire évoluer aussi ce référentiel, parce qu'on a besoin, je pense, de re-questionner
de manière assez régulière ce référentiel. Mais quand je parle d'empreinte démocratique, pour revenir sur des sujets plus techniques, je pense que dans le Tech for Good Score, il y a un petit enjeu fiscal à mettre. Je pense qu'il peut aussi aider à éviter les effets que peut décrire Samuel, par exemple. Ça peut être intéressant de voir dans ce score aussi les questions de compliance fiscale, comme on peut dire chez les avocats. Voilà, j'ai répondu de manière très partielle, mais c'était mes quelques idées qui venaient. Oui, il y a d'autres éléments qui arrivent sur les questions, notamment quelqu'un qui apporte des précisions sur est-ce qu'une tech peut être for good si elle est la propriété d'une minorité? Donc, est-ce que le partage du pouvoir et de la possession est importante? Et est-ce qu'une tech peut être for good si elle n'est pas basée sur une gouvernance partagée? Donc, même chose sur la gouvernance et le partage du pouvoir. D'après vous, est-ce que c'est possible, compatible, incompatible? Enfin, moi, je viens juste d'en parler, donc je ne vais pas refaire ce que j'ai dit, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'elle soit partagée. Après, partager avec qui, c'est ça le plus dur, mais je pense qu'effectivement, il faut qu'elle soit partagée et surtout pas qu'elle devienne la propriété de quelques personnes au sens large, très homogène, avec surtout un groupe homogène. Je le crois. Et toi, par exemple, Emmanuel, qui du coup représente un peu l'entreprise ici, puisque tu as fondé une entreprise qui s'appelle ESUS. Pour toi, qu'est-ce qui est important dans le partage du pouvoir et de la valeur dans une entreprise, et peut-être qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, chez ESUS? Le partage du pouvoir, c'est surtout, pour moi, elle vient, je m'attendais pas à la question du partage du pouvoir. Enfin, elle est difficile dans le sens où il faut que tu sois remis en cause. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une gouvernance d'entreprise extrêmement intéressante et importante, et à tous les niveaux, que ça soit en interne ou au niveau des actionnaires, pour peu que tu en aies. Mais encore une fois, moi, je pense que le plus important, c'est d'être entouré de personnes diverses. Plus les gens seront entourés de personnes diverses, plus ils vont avoir des points de vue différents, plus que à qui appartient la techno. Elle doit surtout être partagée et construite avec des personnes diverses. Et c'est ce que nous, on essaye de faire. Alors, comme ça, je vais le dire. Effectivement, nous, on a été basé à Ivry-sur-Seine. Alors, je suis pas complètement d'accord avec Samuel. Nous, au début, on a été à Ivry-sur-Seine. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est la banlieue rouge à côté de Paris. Nous, on a été un peu obligés parce que personne voulait nous louer des bureaux avant. Donc, on s'est retrouvés à Ivry. Mais on a un vrai attachement à Ivry parce qu'on y a trouvé une diversité, parce qu'en fait, pour recruter, on s'est battu encore plus, et que les gens qui sont venus chez ESUS, peut-être qu'ils n'étaient pas pris ailleurs, et donc ils ont encore plus de revanche avec nous. Et encore une fois, de voir différemment, d'apporter et d'être entouré de personnes diverses qui te challengent en disant oui, mais moi je pense pas comme toi parce que j'ai des expériences différentes, parce que j'ai une culture différente. Je pense que c'est ça que je pense plus que à qui appartient en tant que tel, tu vois, l'actionnariat. L'actionnariat, c'est encore un autre sujet qui pourrait être extrêmement intéressant, mais je suis pas sûr. Je vais pas me plonger dans ce genre d'informations maintenant. Pour toi, plutôt une question de co-construction que de... Oui, c'était Alexandre, je crois, qui disait, je crois que tout le monde l'a dit, mais Alexandre en parlait pas mal de co-construction, et je pense que c'est extrêmement important. Et Mathilde aussi, pardon. Et justement, j'ai une question qui, pour le coup, va changer un peu de sujet, plutôt sur du technique, et je pense que ça va concerner Alexandre. La question est formulée comme ça. L'édition logicielle, depuis sa genèse, est basée sur la réutilisation de solutions existantes. Comment aller vers une tech plus durable si cela implique de réécrire un existant avec un coût exorbitant? Quels clients vont accepter des années de reconception sans valeur ajoutée pour eux? Ouais, c'est effectivement une super question. C'est une très bonne question, parce que c'est vrai qu'on est très souvent... alors moi, j'ai quand même pas un profil, je suis pas un ingénieur, j'ai pas un profil développeur technique, donc je pourrais pas répondre à des questions vraiment très précises sur une stack technique, etc. Mais le choix, oui. Est-ce qu'on va réécrire, réutiliser quelque chose d'existant, même si en fait, voilà, c'est ça. Et effectivement, dans les pratiques de beaucoup d'entreprises tech, et moi le premier, quand je travaillais dans ces entreprises-là, on a quand même toujours cette volonté et ce réflexe de la fuite en avant, entre guillemets, où chaque nouvelle release, par exemple, chaque nouvelle version d'un OS, quand on travaille sur des
problématique d'application mobile fait en sorte qu'on est obligé en permanence de revoir un petit peu, d'adapter et de faire évoluer nos services pour s'adapter à ces nouvelles contraintes qui sont amenées par des évolutions des systèmes, et qui fait que finalement on est toujours en train de refondre nos sites, nos applications, mais qui apporte souvent de plus en plus de complexité. Et ça rejoint aussi une question liée à l'obsolescence, c'est que plus on va vers cette fuite en avant et vers ce progrès permanent sans forcément la remettre en question et sans se poser les bonnes questions, plus aussi on se coupe d'une partie des utilisateurs qui sont toujours sur des versions plus anciennes parce qu'ils ont des terminaux, des smartphones ou des ordinateurs plus anciens, qu'ils n'ont pas accès aux dernières versions, etc. Et c'est très souvent des choix qu'on est amené à faire en tant que concepteur, en tant que développeur de sites ou d'applications, de se dire, il y a encore 5% de notre base utilisateur qui utilise une vieille version un peu obsolète d'un tel navigateur ou de telle version d'OS, et on va se dire que pour améliorer, optimiser le fonctionnement sur les autres versions d'OS, on va se couper de ces utilisateurs-là. Donc c'est quand même un choix en termes d'accessibilité sur notre service, en termes ça rejoint aussi des questions de fracture numérique. D'une part, en faisant ça et en ne se posant pas de questions, on aggrave et on encourage l'obsolescence des terminaux, et d'autre part, on coupe certains de nos utilisateurs qui n'ont pas les moyens peut-être de se payer les tout derniers terminaux, de l'accès à nos services. Et ça, c'est une vraie question qu'on ne se pose pas forcément quand on travaille vraiment et qu'on a la tête dans le guidon sur ces sujets-là, mais qui devrait en fait interpeller beaucoup plus que ça les équipes, et sur lesquelles on devrait pouvoir plus agir. Et le fait du coup d'avoir ces notions aussi d'éco-conception, ça rejoint ces sujets-là, puisqu'on aura idéalement, l'idée c'est d'avoir quand même des services qui sont plus performants, et donc qui permettent de tourner sur plus de terminaux, et donc d'être plus accessibles, et donc de réduire cette fracture numérique, encore une fois, qui est de pire en pire. Est-ce que je peux juste préciser une petite chose ? Vas-y Samuel. Oui, pardon, par rapport à ces deux questions, finalement, est-ce qu'on s'adresse à tout le monde, et puis quel type de technologie dans la complexité ? Je trouve qu'il y a un terme qu'on n'a pas encore utilisé, c'est celui de low-tech, par opposition à high-tech finalement. C'est est-ce qu'on regarde pas, on ne peut pas regarder des technologies simples d'utilisation, populaires, réparables, etc., pour répondre à un besoin, plutôt qu'une fuite en avant, croissance exponentielle de nos besoins. Donc ce low-tech, finalement, il répond à l'appropriation. Pour finalement pouvoir utiliser un appareil, il faut un peu comprendre comment il fonctionne. Pour pouvoir le réparer, c'est pareil. Et donc la low-tech peut être une réponse pour que la tech ne soit pas déconnectée de la population. Et juste pour reboucler très vite, il y a aussi des nouvelles tendances qui arrivent. On parle maintenant de design circulaire. Alors je suis pas encore vraiment rentré énormément dans le détail de ces questions-là, mais voilà, c'est comment justement on arrive à concevoir des produits et des services numériques en réutilisant au maximum ce qui avait déjà été produit dans l'historique du produit. Et voilà, il y a des démarches aussi qui sont extrêmement intéressantes à creuser de ce côté-là, quoi. Et je reboucle en dernier, mais il y a aussi l'open source, tout simplement, qui peut aussi nous permettre une certaine économie, voire écologie des produits logiciels. Merci Mathilde, c'est parfois tellement évident qu'on oublie de le mentionner. Alors je vais répondre directement à une question qui a été posée sur le référentiel. Pourquoi créer un nouveau référentiel et pas utiliser celui de Bicorp ? En expliquant que justement on s'est inspiré du référentiel Bicorp pour créer le Tech for Good Score, et que notre envie c'est avant tout de créer un outil d'auto-évaluation, donc qui ne va pas correspondre à un cahier des charges aussi détaillé et permettre de donner à la fin un label, répondre à une charte vraiment complexe, mais de permettre à chacun de savoir où il en est et d'avoir des axes d'amélioration pour faire progresser son entreprise sur les sujets d'impact. J'ai une dernière question ici qui est de savoir si diminuer l'impact carbone via l'optimisation des solutions numériques, est-ce que ce n'est pas dérisoire comparé aux gaz à effet de serre émis par l'utilisation de la vidéo ? Alors, moi, je veux bien y répondre pour une partie. Pour une fois, je vais essayer de ne pas dénoncer, de finir sur quand même un truc plutôt positif. J'ai pas dit ce qu'on faisait. Nous, ESUS, on travaille à optimiser la gestion des déblais de chantier. Alors, les déblais de chantier, je pense que personne n'en a entendu parler
dans ce webinaire, sauf que c'est le plus gros volume de déchets produits en France. C'est juste 150 millions de tonnes qui sont produits chaque année des chantiers. C'est 5 fois plus que les ordures ménagères. Et grâce au numérique, grâce aux technologies numériques, grâce au digital, chez ESUS, on arrive à réduire de 80% le coût carbone de la gestion des terres quand c'est fait de façon circulaire. Donc, imaginez-vous qu'on arrive à réduire de 80% sur 150 millions de tonnes. Donc, je ne sais pas si ça va compenser les GES émis par l'utilisation de la vidéo, mais ça peut avoir un impact extrêmement positif. Donc, oui, la tech, elle peut être très bonne quand elle est bien utilisée, quand elle pense à autre chose qu'elle voit aussi au-delà de l'environnement. Mais en termes environnementaux, elle a un impact et on en est la preuve, mais il y a encore plein d'autres solutions. Hein. Je ne vous parle de la mienne, mais voilà. Donc, oui, et c'est très positif. Merci Emmanuel. Allez, je vais conclure cette soirée en répondant moi-même à une dernière question qui me plaît bien, qui est de savoir quelle crédibilité on peut octroyer à des entreprises. Donc j'imagine que c'est Tech for Good France qui est cité ici, qui se revendique seul de la mouvance Tech for Good, ou en tout cas les personnes qui sont là ici ce soir. Et alors c'est ma question préférée parce que justement... Nous, on est les premiers à déplorer d'être pas nombreux, de peser petit. On aimerait bien grandir, mais évidemment, on grandit gentiment et on essaie de rester un peu humble. Donc, si n'importe qui veut nous rejoindre et participer au mouvement avec des avis aussi divers que possible, j'espère avoir montré un peu ce soir qu'il y avait des avis variés et qu'on avait tous des définitions qui parfois se recoupent et parfois pas. Mais que c'était justement de cette diversité-là que naissaient les sujets intéressants. Je ne sais pas qui a posé cette question, mais je serais ravie que cette personne vienne avec nous réfléchir à comment est-ce qu'on peut crédibiliser le sujet de la Tech for Good, le rendre de plus en plus vrai et sincère, et faire ça à plus nombreux que notre petit nombre, même s'il grandit gentiment. Voilà, c'était mon espoir du soir. Merci. Je vais vous dire merci à tous et à toutes d'avoir été présents et présentes ce soir. On a un peu dépassé, mais je voulais prendre les questions parce que je les trouvais toutes intéressantes. J'espère que ces discussions vous auront intéressé aussi, et si vous voulez continuer les échanges, n'hésitez pas, que ce soit sur la page du mouvement Impact France, de Tech for Good France, où vous trouverez sûrement nos profils sur LinkedIn, Twitter, ou nos mails quelque part. Donc n'hésitez pas, on est toujours ouvert au dialogue et à la discussion, et on veut bien poursuivre avec vous. Voilà, merci à tous et merci à toi et aux techniciens pour cette animation incroyable. C'est clair. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.